Jeffrey Epstein, the controversial financier who died in a New York jail cell in 2019, was awaiting trial on federal sex trafficking charges. He was no stranger to shocking headlines, but newly reported details reveal an even darker, rather more unsettling side to his ambitions. According to the New York Times, Epstein reportedly dreamed of using his wealth, properties, and social connections to propagate his own DNA, essentially creating a so-called super race. Il arrive parfois que des décisions administratives apparemment techniques aient des effets qui dépassent le cas immédiat et indiquent un changement dans le fonctionnement institutionnel, perceptible non pas par ce qui a été fait, mais par ce qui n'a pas été fait dans le cadre des procédures formelles. Au milieu de l'année 2019, alors que le ministère de la Justice concentrait son attention sur des procédures menées à New York, une décision administrative prise entre les autorités fédérales et locales du Nouveau-Mexique a modifié le cours prévu d'une enquête concernant une propriété rurale située dans le comté de Santa Fe. La directive, transmise de manière directe, ordonnait au procureur de l'État d'interrompre toute initiative d'enquête liée à cette adresse spécifique, au motif que la conduite de l'affaire relèverait désormais de la seule responsabilité de la sphère fédérale. Le site en question était situé à la périphérie de la petite communauté de Stanley et faisait partie d'une vaste zone acquise des décennies auparavant par le biais d'une structure patrimoniale privée connue sous le nom de Zorro Trust. Contrairement à d'autres biens immobiliers associés à la même personne faisant l'objet de l'enquête, cette propriété n'avait jamais fait l'objet de mandats de perquisition fédéraux, bien qu'elle figurât dans des communications internes et des plaintes officielles comme un lieu récurrent d'activités dépassant le cadre d'une utilisation résidentielle ou rurale conventionnelle. La décision de bloquer l'action de l'État était prise au moment où les autorités locales envisageaient de rassembler leurs propres informations, basées sur des rapports accumulés au fil des ans, y compris des plaintes transmises aux autorités fédérales et des observations faites par des agents de sécurité à la retraite de la région. Ces rapports faisaient état de constructions atypiques, d'une circulation restreinte et d'un niveau de sécurité incompatible avec les activités agricoles courantes dans cette région. Pourtant, aucune mesure n'a été autorisée avant que les directives fédérales ne soient officialisées. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les bureaux à cette époque. En centralisant la responsabilité de l'enquête sans mener d'action visible sur le terrain, un intervalle opérationnel s'est créé, pendant lequel aucune instance n'a procédé à la collecte de preuves, à des entretiens complémentaires ou à des inspections physiques de la propriété. Cette lacune a persisté même après l'arrestation de la personne faisant l'objet de l'enquête, lorsque d'autres propriétés liées à la même affaire ont fait l'objet de perquisitions détaillées et approfondies. Des échanges de courriels enregistrés des mois plus tard confirmeraient que, jusqu'à la fin de l'année 2019, aucune opération n'avait été menée à cette adresse au Nouveau-Mexique. Les messages, rédigés dans un langage technique, indiquaient que les efforts fédéraux s'étaient concentrés sur des propriétés situées dans d'autres juridictions, tandis que la propriété rurale restait hors du champ d'application pratique de l'enquête. Il n'y avait dans les archives aucune explication publique ni note interne détaillant les critères qui justifiaient cette différence de traitement. Parallèlement, des documents antérieurs montraient que les employés chargés de la gestion quotidienne de la propriété avaient été interrogés les années précédentes par des agents fédéraux. Ces témoignages décrivaient la routine, la fréquence des visites et les déplacements du propriétaire, souvent effectués en hélicoptère. Cependant, ces entretiens ont été brusquement interrompus après des contacts téléphoniques provenant de instances supérieures, mettant fin à toute enquête approfondie à ce moment-là. Avec l'avancement des procédures judiciaires ultérieures, impliquant des personnes associées au même noyau faisant l'objet de l'enquête, des témoignages ont commencé à mentionner des déplacements au Nouveau-Mexique dans le cadre d'un schéma plus large. Ces rapports n'étaient montés pas au centre des procédures, mais ils apparaissèrent de manière cohérente, renforçant l'impression que la propriété jouait un rôle important dans un mécanisme plus large. Néanmoins, cette récurrence n'a pas entraîné la réouverture d'enquêtes fédérales sur place. Interrogés sur l'absence d'action à cette adresse, les représentants du système se sont contentés d'affirmer que les décisions avaient été prises selon des critères procéduraux internes. Ces critères n'ont pas été détaillés et aucun rapport n'a été publié pour expliquer pourquoi certaines propriétés ont été prioritaires, tandis que d'autres sont restées intactes, bien qu'elles s'inscrivent dans le même contexte d'enquête.
Avec la clôture officielle de la procédure pénale principale, la possibilité de mesures rétroactives est devenue encore plus limitée. L'absence d'enquête initiale a consolidé une situation dans laquelle une partie importante du territoire associé à l'affaire n'a jamais été examinée par les autorités fédérales, créant ainsi un point de départ pour des analyses ultérieures sur la coordination institutionnelle et la prise de décision. L'observation continue de ce type d'épisode aide à comprendre comment les choix administratifs peuvent redéfinir la portée pratique des enquêtes à grande échelle. Le suivi des analyses qui se consacrent à la reconstruction de ces décisions, en prêtant attention au contexte et aux implications systémiques, permet de maintenir une lecture plus claire de la manière dont le système réagit lorsqu'il est confronté à des affaires qui testent ses propres limites opérationnelles. C'est dans ce contexte que l'absence de mesures au Nouveau-Mexique commence à se croiser avec d'autres éléments formels du système fédéral, révélant une convergence institutionnelle plus complexe qu'une simple décision ponctuelle. À partir du moment où l'enquête a été centralisée au sein du parquet fédéral du district sud de New York, toutes les autres juridictions ont commencé à opérer de manière subordonnée, même lorsque les faits rapportés dépassaient clairement les limites territoriales de cette instance spécifique. Les registres administratifs montrent qu'en juillet 2019, des représentants du ministère public de l'État du Nouveau-Mexique ont entretenu des communications directes avec les procureurs fédéraux chargés de l'affaire principale. Au cours de ces échanges, il a été établi que toute enquête liée au trafic sexuel devait être suspendue au niveau de l'État, avec la promesse que les informations éventuellement recueillies par les autorités fédérales seraient partagées à la fin de la procédure. Cet arrangement, bien que techniquement possible dans le cadre des règles de coopération, a créé une dépendance totale à l'égard d'une seule ligne d'enquête. À partir de ce moment, la conduite de l'affaire a reflété les choix stratégiques propres au ministère public fédéral, notamment la définition des priorités, l'allocation des ressources et la délimitation du champ d'application territorial des mesures. Alors que les biens immobiliers urbains et les propriétés dont les registres documentaires étaient plus accessibles ont fait l'objet de mandats étendus. Les zones rurales présentant des structures patrimoniales complexes sont restées en dehors du champ d'action opérationnel, malgré les alertes préalables transmises aux autorités fédérales. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les informations qui sont parvenues au système par des canaux différents n'ont pas donné lieu à des réponses équivalentes. Les plaintes transmises au FBI pendant plus d'une décennie, y compris les rapports d'agents à la retraite et les communications classées comme des tuyaux, ont été officiellement enregistrées, mais n'ont pas donné lieu à des actions sur le terrain au Nouveau-Mexique. Dans au moins un de ces dossiers, il était expressément fait mention de la possibilité de destruction de preuves, mais cela n'a pas eu de conséquences pratiques visibles. Dans le même temps, des documents datant des années précédentes indiquent que l'agence fédérale elle-même avait commencé à interroger des employés liés à la gestion de la propriété. Ces témoignages ont fourni des données objectives sur les périodes de séjour du propriétaire, la fréquence des visiteurs, la logistique de transport et la composition de l'équipe locale. L'arrêt soudain de ces entretiens, après des contacts provenant d'instances supérieures, suggère une redéfinition interne des priorités qui n'a jamais été expliquée publiquement. Un autre élément pertinent apparaît lorsque l'on examine les fondements juridiques utilisés pour limiter l'action de l'État. L'interprétation adoptée était que l'existence d'une procédure fédérale en cours empêcherait toute enquête parallèle sur le même sujet. Cependant, les spécialistes en droit pénal font remarquer que cette restriction ne s'applique pas automatiquement à des crimes distincts commis dans des juridictions différentes, en particulier lorsqu'il existe des indices selon lesquels certains faits n'étaient pas enquêtés par l'instance centrale. Cette ambiguïté a créé une zone grise opérationnelle. Formellement, aucune autorité n'était empêchée d'agir de manière absolue, mais dans la pratique, toutes attendaient une initiative qui n'a jamais eu lieu. Il en a résulté la cristallisation d'un vide en matière d'enquête dans un lieu qui continuait d'être cité dans des procès, des dépositions et des reportages ultérieurs, comme faisant partie intégrante d'un schéma plus large. Avec la clôture de la procédure pénale principale après le décès de la personne faisant l'objet de l'enquête, cet arrangement institutionnel a révélé ses limites. Sans affaire en cours, le ministère public fédéral a perdu les instruments procéduraux nécessaires pour avancer, tandis que l'État, qui avait suspendu ses propres enquêtes, se trouvait sans accès direct aux preuves qui auraient pu être préservées auparavant. La convergence, qui justifiait auparavant la centralisation, est devenue un obstacle à la reprise de toute initiative. C'est à partir de cette séquence que des propositions législatives ont vu le jour au Nouveau-Mexique,
visant non pas à une responsabilité pénale immédiate, mais à la reconstruction institutionnelle de ce qui s'était passé. La création d'une commission d'enquête au pouvoir limité, axée sur les audiences publiques et la demande de documents, reflète la reconnaissance du fait que le problème central ne réside pas seulement dans les accusations, mais dans la manière dont les différents organes ont interagi face à celles-ci. Suivre ce type de développement institutionnel, en prêtant attention aux liens entre les décisions administratives, les limites juridiques et les conséquences pratiques, permet de mieux comprendre comment les systèmes complexes réagissent lorsque plusieurs instances se partagent les responsabilités sans mécanisme de coordination clair. C'est ce suivi continu et contextualisé qui aide à donner un sens à des épisodes qui, pris isolément, pourraient sembler n'être que des exceptions procédurales. Sur la base des informations disponibles et des analyses réalisées après la conclusion formelle de la procédure fédérale, aucun consensus n'a encore été trouvé quant à la portée institutionnelle de la succession de décisions qui ont maintenu la propriété située dans l'État du Nouveau-Mexique hors du champ d'application des mesures directes. Pour une partie des juristes qui ont suivi l'affaire, le choix de concentrer toute l'enquête dans une seule structure du ministère public résulte d'une interprétation stricte des règles de coordination fédérale, guidée par la recherche de la rationalité procédurale et par un contrôle rigoureux de la circulation de l'information dans un contexte de forte exposition publique. D'autres analystes, cependant, interprètent cet épisode dans une perspective plus systémique. Dans cette lecture, la question principale ne réside pas dans la régularité juridique isolée des décisions adoptées, mais dans l'inexistence de mécanismes capables de réorienter l'enquête lorsque la stratégie choisie aboutit, dans la pratique, à des zones entières sans aucune enquête effective. Le débat passe ainsi de la discussion sur les attributions formelles à une réflexion plus large sur la manière dont le système réagit lorsque des compétences qui se chevauchent finissent par produire une inertie. Certaines interprétations soulignent également le rôle décisif du temps dans l'affaiblissement des possibilités d'enquête. La décision de ne pas mener d'enquête alors que le processus était encore en cours a eu des effets cumulatifs qui sont devenus irréversibles après sa clôture. Sous cet angle, il ne s'agirait pas d'une omission intentionnelle, mais d'une dépendance excessive à l'égard d'une seule ligne d'action, sans élaboration d'alternative, au cas où cette voie serait interrompue ou s'avérerait insuffisante. Un autre point de divergence concerne le traitement interne des plaintes et des rapports reçus tout au long de la période d'enquête. Bien que beaucoup aient été dûment enregistrés, plusieurs sont restés classés comme informations préliminaires sans passer à des phases qui exigeraient des réponses opérationnelles concrètes. Pour certains observateurs, ce schéma était récurrent dans les enquêtes très complexes, où les données qui ne s'inscrivent pas immédiatement dans la stratégie centrale finissent par être mises de côté, même lorsqu'elles s'accumulent de manière cohérente. Le débat touche également le domaine législatif. Les initiatives étatiques visant à créer des commissions d'enquête sont considérées par certains comme des efforts légitimes pour combler les lacunes laissées par l'action fédérale. D'autres analystes, cependant, remettent en question l'efficacité de ces mécanismes, arguant que leur portée est généralement limitée et qu'ils fonctionnent davantage comme des instruments de reconstruction historique que comme des moyens efficaces de responsabilisation. Dans ce contexte, des discussions émergent sur les précédents institutionnels qui peuvent être établis. La conduite de cette affaire est susceptible d'influencer les décisions futures, impliquant plusieurs juridictions et des personnalités de grande importance publique. Pour certains experts, l'absence d'un examen critique interne crée le risque de normalisation d'arrangements qui concentrent le pouvoir décisionnel, sans garantir une couverture d'enquête exhaustive. Dans le même temps, certains préconisent la prudence dans l'évaluation des faits. Ces analystes soulignent que les systèmes juridiques fonctionnent avec des contraintes concrètes en termes de ressources, de temps et d'information, et que toutes les lacunes en matière d'enquête ne peuvent être automatiquement attribuées à des défaillances institutionnelles. Dans cette perspective, les analyses effectuées a posteriori peuvent surestimer la prévisibilité des développements et sous-estimer le degré d'incertitude présent au moment des décisions. Le point de convergence entre ces interprétations est la reconnaissance du fait que l'épisode reste ouvert d'un point de vue analytique. Les conséquences institutionnelles font toujours l'objet de débats, et leurs effets dépendront des choix futurs, tant dans le domaine législatif que dans la manière dont les organismes fédéraux réévaluent et ajustent leurs propres procédures face à des situations similaires. C'est précisément dans ce contexte d'incertitude que l'intérêt des chercheurs, des journalistes et des observateurs du système juridique reste intact. Suivre l'évolution de ces interprétations, à mesure que de nouveaux documents sont examinés
et que différentes instances institutionnelles se prononcent, contribue à une compréhension plus précise de la manière dont les décisions passées continuent de façonner le fonctionnement du système dans le présent. En suivant attentivement ces développements, sans anticiper les conclusions, ni réduire le débat à des explications simplifiées, il est possible d'observer plus clairement les développements institutionnels au fur et à mesure qu'ils se construisent. C'est dans ce processus d'analyse continue qu'il devient possible de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment le système lui-même réagit lorsqu'il est confronté à ses limites opérationnelles et juridiques.